Je m'appelle Rémi Denoy, je suis enseignant ici à l'IAE d'Aix-en-Provence. J'enseigne le management de changement. C'est peut-être quelque chose qui n'est pas coutume, qu'on le connaît. Le management de changement ici à l'IAE d'Aix-en-Provence a quand même une tradition parce que les personnes ici qui font leur MBA, qui font leur master, ils connaissent le management de changement parce qu'ils sont impliqués souvent soit en ressources humaines, soit en communication dans des changements dans leurs entreprises qu'ils doivent accompagner au niveau de la communication ou au niveau des ressources humaines. Et c'est là où se situe le management de changement ici à l'IAE, à Aix-en-Provence. Moi-même, je suis le gérant de KEP France Conseil. C'est un cabinet de conseil à la base allemand qui est basé à Toulouse et j'accompagne les entreprises dans des changements majeurs, c'est-à-dire si ils ont besoin d'être accompagnés au niveau soit des ressources humaines, de la communication ou alors dans d'autres domaines, c'est-à-dire même s'il y a des changements de production, de logistique, n'importe quel département qui doit changer de son fonctionnement. J'ai double nationalité allemande-française, même si mon nom est très français parce que c'est mon père qui était français. Je suis né en Allemagne et j'ai grandi en Allemagne et j'ai fait mon parcours universitaire aussi en Allemagne. Mais je travaille surtout dans le franco-allemand et maintenant depuis quelques années aussi pour un cabinet de conseil qui est de base allemande, mais qui intervient surtout pour des structures françaises maintenant en France. C'est-à-dire on intervient pour des entreprises qui ont des changements majeurs à piloter. On accompagne soit les responsables, les chefs d'équipe, les personnes qui sont conscients qu'un changement, et ça peut être très différent ce que c'est soit des acquisitions, fusions, des changements au niveau de réorganisation, c'est vraiment toutes sortes de changements. On les accompagne parce que nous, on a vraiment une expérience sur ce que ça signifie dans les organisations s'il y a des changements majeurs. Parce qu'il y a un côté, c'est le côté, je dirais, plutôt méthodologique, c'est-à-dire on utilise tout ce qui est management de projet en utilisant la méthodologie connue. Mais de l'autre côté, je dis toujours, le changement, le projet de changement, c'est pas un projet ordinaire où il faut développer un nouveau produit, où il faut peut-être trouver une solution pour quelque chose. Un changement, ça concerne toujours aussi le côté humain, c'est-à-dire le côté psychologique, et c'est relié à des angoisses, à des craintes, à des espoirs, et de bien gérer ça. Ce n'est pas donné et surtout si on n'a pas l'expérience à grande échelle, alors on peut échouer aussi à ce niveau-là. Et c'est là où nous, on apporte notre expérience, qu'on a accompagné déjà des petites structures, des PME, des entreprises familiales, mais aussi des grands groupes à l'international, parce que tous nos consultants, ils sont expérimentés à l'international, ils parlent au moins plusieurs langues comme le français et l'anglais, mais souvent aussi l'allemand, l'espagnol, l'italien. Je continue pas parce que ça va durer toute la journée. C'est pour ça qu'on peut accompagner surtout aussi des structures qui sont en développement, qui se développent à l'international et qui sont confrontées maintenant aussi à intégrer plusieurs cultures, à intégrer différents fonctionnements au niveau de management. Et c'est là où ça devient vraiment très très intéressant. Je dis toujours des changements à ce niveau-là, c'est très complexe. Et de réduire cette complexité d'un côté pour qu'on puisse la gérer, la piloter, c'est une chose, mais de l'autre côté de garder toujours aussi le sens pour la complexité, ça veut dire pour la dynamique qui est derrière, mais aussi pour tous les détails qui sont nécessaires à y penser. Alors, dernière étape de notre cours, j'ai annoncé qu'on va parler de l'architecture, c'est-à-dire comment construire un projet de management de changement. Et là, je vais faire une petite introduction et après, comme je l'avais annoncé, on va travailler en 4 sous-groupes et on va faire comme on a fait hier, c'est-à-dire vous choisissez votre sous-groupe
Et le groupe sera entre 5 et 7 personnes, à vous de choisir. Et vous auriez à peu près 30 minutes de temps de travail en sous-groupe. Et j'aimerais bien que vous essayiez d'élaborer une architecture, entre guillemets, pour votre cas. C'est-à-dire de faire des propositions, de cogiter ça avec les collègues et, si possible, de nous présenter après quelque chose sur un paperboard. Juste pour que nous, on a une idée, ce qui était votre impression, ce qui pourrait être possible dans une telle situation pour la situation donnée. Oui, juste pour vous mettre dans le cas, et on va traiter les 4 cas que j'ai déjà décrits ce matin, je pense, mais on va jeter un coup d'œil après encore une fois. Ok. Alors, si on passe maintenant à cette étape-là, que nous, on se met dans la situation qu'on est peut-être responsable pour un projet de changement. Alors, l'architecture, ou le design, ou on dit aussi, signifie que maintenant, il faut appréhender un petit peu les différentes étapes et qu'est-ce qu'on a besoin de construction derrière, quels sont les différents rôles qu'on a besoin. Là, j'essaie de montrer déjà que c'est important, ce qu'on sait déjà, c'est la communication, c'est-à-dire satisfaire la demande d'information provenant des participants, c'est-à-dire des personnes qui sont concernées par le changement, mais aussi d'avoir le plan. Vous vous souvenez de notre formule de management de changement, qu'on a besoin d'un plan, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement la vision, mais qu'il faut aussi montrer quel est le chemin pour atteindre cette vision. Et de donner une idée, même si on ne connaît pas les détails, mais de connaître peut-être déjà les grandes étapes, les échelons. On avait dit aussi, comme dans le management de projet, qu'on a toujours les étapes et qu'on connaît ça et qu'on sait, oh, voilà, c'est découpé en petits morceaux. Une grande pizza, on ne la mange pas à une seule fois, on fait aussi des petits morceaux. Le contenu, maintenant, je pense qu'il y aura plus grand-chose qui va s'ajouter. C'est-à-dire, vous connaissez déjà tous les essentiels du management de changement, mais maintenant, c'est la question comment on met tout ça dans un puzzle. C'est-à-dire, comment on compose maintenant le projet de changement. Et c'est un petit peu vraiment comme une composition. C'est-à-dire, on essaye de trouver les éléments, les différents éléments, pour les mettre ensemble, pour avoir après quelque chose qui est cohérent. Et finalement, le dernier point qui est mentionné ici sur le diapo, c'est de gérer les résistances. Là aussi, on l'a déjà traité. Et vous connaissez déjà le défi, les challenges, comment il faut traiter les résistances, mais de l'intégrer aussi dans notre architecture, c'est-à-dire dans le design du projet. On a vu qu'il y a une différence entre les changements qui sont imposés et les changements qu'on choisit bénévolement. Mais il y a aussi une différence entre les changements qui sont, comme on le nomme, top-down, c'est-à-dire initiés par l'hiérarchie, c'est-à-dire initiés par les directeurs, par les responsables, parce qu'ils ont la volonté d'acquérir des nouveaux marchés, des nouveaux clients, parce qu'il y a un changement dans le marché, il faut réagir, etc. C'est-à-dire par réflexion des directeurs et des responsables, et alors il faut changer quelque chose. Ou si c'est peut-être quelque chose qui se fait parce qu'au sein de l'entreprise, il y a une évolution. Ce qui est nommé plutôt bottom-up, c'est-à-dire c'est souvent des améliorations continues, c'est tout ce qui est relié à optimisation de processus, optimisation quoiconque, c'est-à-dire on peut vraiment dire qu'il y a cette différence. Comme c'est dans le nuage ici, on voit plutôt qu'est-ce qu'on peut améliorer ou est-ce qu'il y a peut-être des problèmes. Et là aussi, après, l'architecture va être différente. L'approche va être différente. C'est pour ça que si on me demande, mais c'est quoi le management de changement, c'est quoi le management de changement idéal, on ne peut pas donner de réponse parce que ça dépend toujours de la situation donnée. C'est pour ça qu'on va faire l'exercice après, de voir qu'il y a des architectures qui peuvent être vraiment très différentes parce que les mesures, le plan, est super différent après. Parce qu'il dépend toujours de la situation. Il faut penser aux mêmes circonstances, les mesures peuvent être similaires, mais la composition va toujours être dépendante de la situation donnée.
Alors ici, un exemple classique, comme vous le connaissez, d'organigramme, c'est-à-dire on a un sponsor, c'est-à-dire la personne qui soutient ce projet-là au niveau de l'hierarchie. Ça peut être un directeur, ça peut être le directeur général, ça peut être au niveau d'un département, le chef de département, mais normalement c'est toujours quelqu'un dans l'hierarchie qui a aussi un pouvoir et qui a aussi une décision sur des budgets, etc. C'est bien d'avoir un sponsor. Si on n'a pas de sponsor, alors souvent aussi les projets en cours de route, peut-être, ils crèvent. Hein, parce que dès qu'il y a des difficultés, dès qu'il y a peut-être aussi un investissement qui doit être fait, et il n'y a personne qui est le sponsor, c'est-à-dire qui peut peut-être prendre des décisions sur un budget ou aussi sur le temps, de dire voilà, bon, si vous pensez que ce projet-là est plus important, vous avez besoin de plus d'effectifs, par exemple, qui font partie de ce projet-là, ou si vous avez besoin qu'on décale un petit peu le planning, ça doit être une personne qui a vraiment le pouvoir au sein de l'organisation. Si on n'a pas de sponsor, souvent, on fait l'expérience qu'il y a des projets qui crèvent aussi. Après, j'ai déjà parlé des comités de pilotage, c'est-à-dire des personnes qui ont vraiment la vision sur les différents éléments et qui peuvent piloter tout ça. C'est bien que c'est plusieurs personnes et pas une seule personne, parce que si c'est une seule personne, souvent elle est submergée. Souvent, ce ne sont pas des personnes qui font uniquement ça, c'est-à-dire ils se réunissent aussi pour piloter ce projet-là. Ils s'en occupent parce que ce sont des collègues d'autres départements, parce que ce sont des personnes qui ont déjà fait eux-mêmes peut-être un changement qui était similaire au sein de l'entreprise, si ce sont des grandes entreprises. Mais dans ce comité de pilotage, c'est bien de réunir peut-être aussi les spécialistes du département ou je dirais du périmètre qui est touché par le changement, pour qu'ils connaissent quelles sont les choses qui en découlent aussi. Si on change maintenant quelque chose, quelles sont les conséquences, pour pouvoir les appréhender. Parce que je pense que ça, j'ai essayé de transmettre le message aussi, que management de changement, c'est souvent aussi avoir toujours le regard dans le futur et d'appréhender. Et de voir qu'est-ce qui pourrait être. J'ai parlé des scénarios, de toujours penser aussi en scénario. Si ce n'est pas le plan A, alors c'est peut-être le plan B, c'est le plan C. De toujours voir qu'il y a plusieurs possibilités, comment ça peut se développer, pour ne pas être surpris par la réalité. Parce que c'est ça la chose qui peut mettre la société en difficulté, s'il y a des choses imprévues qui se font et on ne peut pas réagir assez rapidement. Management de changement, ça veut dire on appréhende un petit peu ce qui pourrait se passer pour pouvoir réagir assez rapidement. Bon, après, il y a le consultant manager. Ce matin, on a regardé quels sont les rôles qui peuvent être soit pris par quelqu'un qui est en externe et qui accompagne en externe, avec les différentes attentes qui existent, ou alors si c'est vraiment quelqu'un au sein de l'entreprise qui prend cette fonction, d'être celui qui est le spécialiste pour le management de changement, qui connaît tous les défis et qui connaît aussi les mesures qui sont possibles à prendre, et qui est consultant, mais qui ne doit pas forcément être un consultant externe. J'ai parlé du Project Management Office, c'est-à-dire un bureau. Ça ne doit pas être un bureau physique. Souvent, c'est une personne qui connaît très bien les outils du management de projet. Parce que, comme je le disais, je me répète, le management de projet nous fournit tous les outils qu'on a besoin pour le management de changement, sauf que les changements sont des projets très particuliers, parce que le sujet, c'est le changement et pas un nouveau produit ou n'importe autre nouveauté ou chose qu'on veut développer. Il y a une différence, vous voyez ici, entre le comité de pilotage et l'équipe de changement. Le comité de pilotage, c'est plutôt, je dirais, au niveau des dirigeants, des personnes qui prennent des décisions. L'équipe du changement, c'est ceux qui sont dans le vif, c'est-à-dire ce sont ceux qui s'occupent des projets. On voit ici, après aussi, les directeurs de projet, ce sont ceux, là j'ai maintenant l'exemple d'une intégration, mais ça peut aussi être un autre changement. Ce sont ceux qui pilotent les sous-groupes, les sous-projets,
Et l'équipe de changement, après, ce sont des personnes qui accompagnent vraiment de près ou qui sont touchées par le changement. C'est-à-dire c'est pour eux que le changement se passe. C'est eux qui doivent changer de comportement, de poste, qui sont les participants, par exemple, de formation. Pour le nouveau logiciel, j'ai parlé, par exemple, de l'introduction d'un logiciel comme SAP. Et si un nouveau logiciel comme SAP qui suscite quand même un autre comportement, comment gérer les données et tout ça, que là, ces personnes-là ont besoin de beaucoup de formation et c'est eux qui sont concernés. C'est pour ça qu'on fait une différence entre le comité de pilotage et les personnes qui sont vraiment concernées par le changement. Il y a encore deux cases là, les agents du changement, c'est-à-dire on a parlé aussi des personnes qui sont positifs, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment ceux qui sont partants pour le projet, qu'on peut utiliser toujours comme les chevaux qui sont les premiers Oui, ce qu'on fait souvent, si ce sont des projets majeurs, c'est d'installer un projet pilote. Et un projet pilote où on peut démontrer que la nouvelle façon de travailler, que ça marche, c'est le mieux de le faire avec des personnes qui ne sont pas résistants et réfractaires. C'est le mieux de le faire avec des personnes qui, dès le début, disent voilà, c'est bien, c'est bon, on va réussir, ça va être mieux que précédemment, etc. Et c'est avec ces personnes-là, souvent on les réunit aussi et on leur donne aussi une formation pour qu'eux, ils peuvent être les messagers pour ce projet de changement. Et en anglais, on les appelle aussi change agents, c'est-à-dire ceux qui prennent vraiment le rôle d'être des personnages clés, qui prennent après un rôle aussi d'être des multiplicateurs, on peut dire ça comme ça, des multiplicateurs pour ce projet-là. Et le comité... si on prend le cas, par exemple, donc l'équipe de changement, ce sont des gens des opérationnels purs, en fait, des gens qui sont sur le terrain. Les agents du changement, par rapport à cela, qui est-ce en fait? Ce sont des personnes d'un autre... Non, ils peuvent être membres de ce... Comme on le voit là, ils peuvent être membres de l'équipe, mais on leur donne un rôle de modèle, on leur donne le rôle de personnes qui... on récompense un petit peu aussi leur engagement par ce rôle. Et ce qui est nommé ici comité nouvelles idées, retour d'infos, en anglais on appelle ça aussi sounding board. Comment c'est perçu par les personnes. Par exemple là, la semaine dernière, j'étais dans une entreprise qui travaille sur Internet, qui fait les ventes, qui organise les ventes sur Internet pour les grands groupes de consommation. Douglas, et je sais pas quoi, tout ce qui est parfum, tout ce qu'on peut acheter en ligne. Et c'est eux qui sont des sous-traitants pour ces entreprises-là. C'est une entreprise très jeune, mais entre-temps, qui en Europe, je crois, 3000 salariés. C'est quand même, et 5 ans, ils n'existaient pas encore. C'est-à-dire, ce sont des sous-traitants, ils ont des contrats avec des grandes marques. Ils font la distribution et la commande et les sites internet où on peut commander en ligne. Et il y avait des acquisitions qui se sont faites les dernières années. Et ils ont remarqué qu'il y avait quand même pas mal de différentes cultures dans les différentes entreprises qui existaient auparavant, qui étaient des petites boîtes souvent, qui ont fait ça ou qui étaient peut-être aussi des entreprises qui se sont créées parce qu'ils étaient externalisés par ces entreprises-là. Parce qu'au début, ou il y a 10 ans encore, quand ça démarrait, des grandes enseignes, ils ont eu ça dans leurs propres entreprises comme un service, de faire le site internet où on pouvait acheter en ligne. Et du coup, ils ont remarqué que c'est peut-être quelque chose qui peut être externalisé, qui peut être qu'on peut d'une manière très professionnelle être servi par quelqu'un d'autre, et que c'est moins cher même aussi, parce qu'il ne faut pas avoir le savoir-faire dans sa propre entreprise.
Et c'est comme ça que ces entreprises se sont créées les dernières années, mais souvent c'était des petites entreprises et maintenant ils sont en train de se regrouper. C'est quelque chose qu'on peut observer sur le marché. Et pour cette entreprise-là qui était en train de se regrouper, qui était dans une croissance, c'est un petit peu le modèle qu'on va regarder ici. C'est-à-dire c'est vraiment en forte croissance, mais en forte croissance avec des acquisitions. C'est-à-dire c'est un mélange un petit peu entre ces deux cas qu'on va regarder après. Et maintenant, ils remarquent qu'il y a des difficultés parce que les différents sites qui existent, ils ont des différents contrats de travail, les salaires sont différents, les postes ont des descriptions qui sont différentes, c'est-à-dire il y a un qui s'appelle directeur, je sais pas quoi, front-end, c'est tous des expressions anglaises, et l'autre s'appelle, il a un titre qui est complètement différent, mais il fait la même chose. Alors vous voyez, maintenant le travail qui est à faire, c'est de harmoniser, de standardiser, etc. au sein de cette entreprise. Alors nous, on anime maintenant plusieurs ateliers pour faire cette harmonisation au sein de cette entreprise qui est en train de se créer, toujours. C'est une dynamique énorme. Mais en même temps, on fait aussi, et ça je viens de le faire la semaine dernière, on anime des ateliers où il n'y a pas un contenu spécifique opérationnel, où je pose uniquement la question est-ce que vous pensez que le changement et le développement se passent bien? Quelles sont les questions que vous avez? Et alors, c'était intéressant, il y avait surtout à 3 niveaux les questions des salariés qui se sont posées. C'était le niveau des ressources humaines, c'est-à-dire des contrats de travail, etc., je dirais très concret. Mais il y avait aussi des questions sur la stratégie de l'entreprise. C'est-à-dire, est-ce que le département Intel qui existe à Hambourg, est-ce qu'il existera encore dans 3-4 ans parce qu'ils font la même chose comme ceux qui sont à Munich, où il y a une 50aine de personnes, et ceux à Hambourg, il n'y en a que 6 ou 7, mais ils font la même chose. Est-ce que ce n'est pas plus sensé de les supprimer à Hambourg et de les rattacher à Munich, etc. C'était des questions qui les préoccupaient parce que c'était aussi rattaché à leur poste de travail. Pour le moment, il n'y avait pas encore de communication là-dessus dans l'entreprise, etc. C'est-à-dire tout ce qui préoccupe les personnes pendant le changement, qui angoisse, qui crée des incertitudes, peut être relié dans ces sounding boards, c'est-à-dire ces groupes, ces meetings qui se font dans cette entreprise-là maintenant une fois par mois, c'est-à-dire c'est toujours 2 heures tous les 4 semaines, animés par un consultant externe qui est neutre, qui fait rien d'autre que de collecter ces questions-là. Ces questions-là, on les met ensemble, tous les collègues, il y a un de nos collègues qui les collecte aussi, pour les donner au directeur. Le directeur répond à ces questions et la prochaine rencontre, on donne les réponses. Mais en même temps, il y a aussi le département de communication qui reçoit les réponses du directeur pour que ce soit publié dans la newsletter pour tous les salariés. Mais bon, là, il y a un décalage toujours de quelques semaines parce qu'avant que c'est publié, mais c'est comme ça qu'on essaie maintenant de mettre une transparence dans cette organisation sur toutes les questions qui turlupinent les salariés, pour que ce changement ou ce développement au sein de cette entreprise ne soit pas freiné. Parce que ce sont des freins si les gens ne sont pas rassurés, s'ils ont des questions, s'il y a des choses qui turlupinent. Et nous, avec ce système-là, on essaye d'accélérer le processus et de satisfaire un petit peu aussi les attentes et les besoins des personnes pour aussi réduire la résistance au changement. Vous vous souvenez du graphique que je vous ai montré, que si on ne respecte pas les besoins des personnes, la résistance va augmenter. Ok. Un exemple. Ça peut se traduire, par exemple, dans quelque chose qu'on appelle aussi un master plan ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire un planning qu'on connaît du management de projet, où on essaye de structurer. Je reviens toujours à mon credo, structurer, visualiser, communiquer. Et là, par exemple, c'est quelque chose de très simple. On essaye de structurer, par exemple, de détailler en leadership, communication, organisation, structure, tout ce qui est préparation,
et éducation-formation, par exemple, et d'avoir dans le temps différentes étapes et différentes mesures et qu'on essaye de, là maintenant c'est pas très concret, mais de visualiser ça et de montrer aussi aux personnes, voilà, c'est ce qu'on va faire étape par étape. Et ça aussi, ça a déjà un effet psychologique parce que ça rassure que, voilà, on pense à ceci, on pense à cela, on va faire ceci, on va faire cela. Alors, peut-être déjà après, pour votre travail de groupe, si vous voulez, vous pouvez établir un tel master plan, entre guillemets, mais de voir quelles sont peut-être différentes étapes, parce que ça fait aussi partie de l'architecture du design. C'est-à-dire, une chose, c'est la structure qu'on a besoin pour le management de changement, qui est derrière, du sponsor jusqu'aux personnes qui sont concernées, mais aussi, dans le temps, comment on structure le projet de changement. Là, ce sont maintenant les choses, là on va vraiment dans les détails. Parce que nous on dit qu'il y a 4 leviers pour influencer le comportement de personnes. Ça c'est vraiment maintenant aussi au niveau de la psychologie. Ce sont les 4 cases ici, c'est la motivation, les compétences, l'organisation et la culture qui se jouent maintenant sur différents niveaux. C'est-à-dire on a d'un côté le niveau individuel et le niveau du groupe. On a ce qu'on peut dire objectif et ce qui est subjectif, c'est-à-dire on a parlé aujourd'hui déjà des hard facts et soft facts, c'est-à-dire des choses qu'on peut mesurer, qu'on peut contrôler, où on peut vraiment utiliser tous les outils du management. Mais de l'autre côté aussi ce qui est peut-être difficile à gérer parce que c'est difficile à mesurer, qui est plutôt au niveau des sentiments, des valeurs, de tout ce qui est non dit, c'est-à-dire dans notre iceberg sous la surface. Et ce qui est émotionnel ou social ici. Mais finalement, ce qui fait qu'une personne ou une équipe ou une organisation est performante, c'est s'ils peuvent répondre à ces 4 questions qui sont derrière ou ces 4 expressions. Si les personnes disent « je veux »,« je peux », il faut que ça se fasse et « je devrais aussi », c'est-à-dire c'est quelque chose qui est attendu, que alors c'est clair que la personne peut agir. Mais s'il y a dans un de ces 4 volets quelque chose qui ne marche pas, alors on est réduit dans sa possibilité d'agir. C'est pour ça qu'il faut assurer que sur ces 4 volets, il y a des mesures à prendre aussi. Maintenant, on rentre dans cette logique. Quelles sont les mesures? Et oui, là, vous voyez, c'est la motivation. C'est clair que je dois comprendre aussi pourquoi le changement ici et maintenant. Vous vous rappelez des questions qu'on a posées hier matin? Et si on essaye de répondre à ces questions, c'est-à-dire quel est le sens du changement, alors on atteint un petit peu, je dirais, l'intelligence des personnes. Et s'ils ne voient pas le sens, ils ne sont pas motivés du tout, ça c'est clair. Ici, il y a aussi les compétences. Ça veut dire que si je vois pour la nouvelle situation que j'ai peut-être pas les compétences nécessaires, je vais être plutôt réfractaire aussi. Vous vous souvenez, on a parlé de la résistance, que si je ne vois pas mon avantage personnel ou l'avantage pour l'organisation, je vais être contre. C'est-à-dire, au niveau personnel, au niveau de l'organisation, il faut que je vois quels sont les bénéfices, quels sont les avantages. Et pour ça, c'est peut-être nécessaire aussi que je suive des formations. Je reviens à mon cas classique, introduction SAP. Je dois être formé sur SAP, sinon je ne vais pas y toucher. Sinon je vais dire non, ce n'est pas pour moi. Je ne suis pas capable de le faire. C'est-à-dire là, on parle vraiment des capacités d'utiliser un nouveau logiciel, d'utiliser une nouvelle technique, de connaître, d'avoir le savoir-faire. Et si on ne l'a pas, on ne va pas être adhérent du changement.
Bon, les structures et les processus, c'est clair que s'il n'y a pas les structures, les process qui sont adaptés à la nouvelle situation, que les personnes ne vont pas être heureux. Et s'il n'y a pas de modèle, s'il n'y a pas de personnes qui se comportent de cette manière-là, s'il n'y a pas de... Là, on a parlé aussi déjà de tout ce qui est projet de pilote, par exemple, pour démontrer un bon exemple. S'il n'y a pas de bon exemple, c'est difficile aussi. Alors ici, quelques exemples aussi, ou quelques citations, où vous voyez comment ça peut se passer. Et souvent, ces citations-là sont aussi des citations qu'on peut mettre après dans des newsletters, si c'est positif. Mais aussi si c'est négatif, c'est-à-dire on peut démontrer aussi où est-ce qu'il y a peut-être une nécessité de s'améliorer. Il y a des questions? C'est clair? Là, j'ai essayé aussi d'aller un petit peu plus dans le concret, c'est-à-dire comment ça peut vraiment être perçu par des personnes, par des salariés. Par exemple, nous, on utilise vraiment ce modèle-là dans des ateliers. Et alors, un tableau, par exemple, il est blanco, mais il y a les 4 titres. Et alors, on demande aux personnes d'écrire sur des cartons quelles sont les choses dans ces 4 cases qui correspondent à votre situation. Et là, on peut aussi, après, le faire soit la situation actuelle ou la situation souhaitée. Et alors, on peut travailler dessus. Et ça, c'est par exemple le contenu classique d'un atelier qu'on fait avec des personnes qui sont dans l'équipe de changement. Oui, parce que ça les concerne, eux. Et alors, ils peuvent dire, voilà, moi, j'ai besoin encore de telle et telle formation, par exemple, à droite en haut. Ou il me manque, par exemple... qu'on fasse un dîner de Noël ou des trucs comme ça. Ouais, c'est-à-dire vraiment que là, on a un retour direct et que les personnes peuvent exprimer aussi quels sont leurs besoins. Pour terminer, si on revient dans notre logique qu'il y a différentes étapes, alors ici, pour changer un petit peu, on n'a pas 3 étapes, on n'a pas 8, on n'a pas 5, on a 4. Alors ici, on a les 4 étapes, c'est-à-dire qu'il y a une phase d'acceptation, de mobilisation, aptitude et engagement durable. Et maintenant, on peut dire que dans ces différentes phases, différents volets de ces 4 leviers sont importants. Alors si on démarre, vous le voyez ici avec les couleurs, en démarrant, c'est surtout important, et c'est pour la communication après dans l'entreprise, de parler de perspective et motivation et d'adapter les structures et les process. Si on est dans la phase, on peut dire, on s'approche ici de la transition, c'est-à-dire quand il y a vraiment le changement, c'est la phase moving, si on dit ici c'est unfreeze, moving, mobilisation. Là, c'est surtout ces 2 leviers-là qu'il faut prendre en considération. Après, si ça change, et on a déjà traversé par exemple la vallée des larmes, alors c'est finalement des formations qui sont nécessaires et aussi il faut revoir si les processus sont bien ceux qu'on a besoin et la structure est bien ce qu'on a besoin pour notre nouvelle situation et peut-être faire là aussi une amélioration, c'est-à-dire on vient ici déjà dans la logique de l'amélioration continue. C'est-à-dire il faut ajuster, il faut améliorer, c'est-à-dire on n'a jamais déjà un état stable, final. On vient dans une logique d'amélioration continue. Bon, et finalement, pour pérenniser tout ça, les gens sont formés, c'est clair. Maintenant, ils ont les capacités, mais tous les autres 3 leviers, il faut les maintenir. Et c'est pour ça que là, les 3 cases sont foncées.
il n'y a plus la case des compétences parce que maintenant on part du principe que les gens sont compétents. Ouais, et maintenant, si vous avez encore la courbe en tête, c'est maintenant que la performance part. Oui, c'est-à-dire c'est maintenant qu'on devient vraiment high performance. Ok. C'était mon introduction pour ce qui est architecture, ce qui est design, c'est-à-dire on essaye d'avoir une structure pour ceux qui sont responsables pour le changement, mais on a toujours aussi la durée et la notion du temps qu'il faut respecter, et tout ça avec les outils du management de changement. Ok. Pas de questions? C'était tellement clair. Vous êtes déjà très expérimenté maintenant parce qu'on parle du management de changement depuis hier matin. Et je pense que vous connaissez tous les essentiels maintenant. Et je pense que maintenant c'est aussi facile de comprendre pourquoi on a besoin d'une architecture. Parce que les projets de changement sont tellement complexes que ça vaut la peine de structurer, visualiser, communiquer et d'avoir peut-être aussi les mêmes images en tête. Parce que si on n'a pas la même structure et pas les mêmes images en tête, c'est clair que personne A pense peut-être à autre chose que personne B, on n'a pas les mêmes espoirs, pas les mêmes angoisses, etc. Et de s'aligner, on a vu ça aussi dans la courbe, de s'aligner au plus tard, quand on veut regagner une performance, une haute performance, c'est nécessaire pour être vraiment, pour être bien dans sa peau, pour pouvoir utiliser toutes les ressources qu'on a. Ok. Alors, les 4 sous-groupes, comment on fait pour organiser? On fait comme hier? On prend la même pièce. On prend les mêmes paupières. Moi, je propose qu'on prend le principe de l'autoresponsabilité comme hier, c'est-à-dire chacun est son propre pilote, et que vous vous trouvez dans les 4 coins. J'attribue les 4 coins, et que vous décidez vous-même quel sera votre groupe, que vous décidez qui sera votre porte-parole après pour la présentation, si vous voulez faire une personne ou à plusieurs. J'aimerais bien que le résultat, peut-être que je décris un petit peu le résultat, que vous avez au moins peut-être un paperboard que nous montrer quelles étaient vos réflexions, comment pourrait être une architecture pour votre cas. Ouais, ça ne doit pas être parfait. Don't try to be perfect. Ouais. Vous avez une bonne demi-heure pour faire ça. Et ensuite, on va regarder ça, on va en discuter. C'est juste pour vous mettre aussi dans la situation et de faire un premier exercice. Parce que ici, c'est situation laboratoire, c'est très artificiel, c'est très superficiel aussi. Mais que vous avez un premier feeling, comment ça pourrait être si vous êtes vraiment dans une telle situation dans la réalité, dans une entreprise. Ok, alors ici, c'est le groupe numéro 1, c'est la situation de forte croissance. On prend maintenant la situation que 2010, la société a été fondée. Aujourd'hui, il y a 300 salariés et que le chiffre d'affaires a augmenté de 100 000 euros en 2010 à 7,1 millions en 2015. Prévision pour 2015. Ok, ça c'est la situation du groupe 1, ici. Le groupe 2, ce sera dans le coin, près du radiateur. C'est la situation de redressement, c'est-à-dire c'est le contraire. C'est une entreprise qui avait à peu près 1000 personnes, qui a fait un chiffre d'affaires quand même de 10 millions d'euros, mais avec un déficit de 1 million. Ouais, c'est-à-dire qu'ils doivent réagir pour regagner des chiffres positifs. Situation de redressement, on part du principe que dans ces deux situations, vous avez toujours un site pour ne pas compliquer les choses. D'accord? Oui, parce qu'on peut compliquer les choses. En réalité, c'est souvent beaucoup plus complexe. Groupe numéro 3, près de la porte. Une fusion-acquisition. On part du principe que ce sont deux entités qui ont la même taille, mais que ce sont deux sites. C'est-à-dire deux endroits différents. Oui, deux sites, mais deux sites avec toutes les fonctions. C'est-à-dire il y a tout. Il y a RH,
vente, production, logistique, tout. Ok. Et les deux sont organisés en départements classiques. Hein. Je pense que vous connaissez ça. Il y a vraiment tous les départements, chef de département, il y a le responsable finance, responsable ressources humaines, responsable production, etc. Classique, tous les deux. Et chaque site a à peu près 2000 salariés. Et la seule chose que je vous donne ici, c'est un site allemand et un site français. De culture peut-être un petit peu différente. Ok? Ça, c'est le groupe numéro 3. Et le groupe numéro 4, ici, une situation d'évolution, transformation, métamorphose, comme vous voulez le nommer. C'est-à-dire, le point de départ, c'est une organisation divisionnelle. Divisionnelle, on dit? Divisionnelle. Vers une organisation transversale en équipe de projet. C'est-à-dire on a la situation classique que je viens de décrire avant pour cette situation-là, et maintenant ils veulent changer leur organisation vers les flux. Oui. On en a parlé ce matin. C'est-à-dire maintenant cette organisation-là de, j'ai pas mis combien de personnes, on peut dire voilà peut-être aussi à peu près 1000 personnes. À vous de choisir. À vous de choisir. Mais qu'on a une structure qui est très classique et que maintenant le marché, je dirais le temps de réaction surtout, nécessite qu'ils doivent faire du speed up, c'est-à-dire ils doivent être beaucoup plus rapides qu'au préalable. Et pour accélérer leur fonctionnement, ils ont décidé maintenant de changer l'organisation vers une organisation transversale et une organisation de projet. C'est-à-dire qu'ils essayent de casser les départements classiques. Ok, 1, 2, 3, 4. Une demi-heure à peu près, 30 minutes, vous essayez de trouver une fin et de vous présenter après. Merci. Vous avez déjà choisi le porte-parole ou quelque chose comme ça? Je pense que ça sera marrant. C'est une entreprise qui est en forte croissance. Alors en fait, moi j'ai noté en gros, en premier, c'était la réflexion sur savoir si c'était stratégique ou si ça venait d'un. Très bien aussi externaliser le service de soutien. Et à chaque fois, pour le leadership, on fait comme ça. Est-ce que c'est bon? On a fait de la peinture, par exemple. Ils font de la peinture. Encore de métiers. J'espère qu'il y a peut-être aussi d'autres secteurs qui peuvent être servis. Non, mais nous aussi, on est segmenté. On a un. Pas une deuxième étape, du coup. C'est ce qui se passe après l'audit. Je mets ça, je mets bilan de l'audit. On est en pleine croissance. Depuis 2010, on est en pleine croissance. L'évolution était tellement rapide que tout ce qui était le comportement au début, les premières 2 années, je dirais, où tout le monde se connaissait, on se tutoyait, il n'y avait pas de fonction dédiée, il n'y avait pas d'hierarchie, il n'y avait pas de, etc. Il n'y avait pas de comité d'entreprise, etc. Et maintenant, on a une taille où maintenant vous devez structurer votre entreprise, vous devez introduire des chefs d'équipe, vous devez introduire des fonctions qui sont vraiment dédiées à prendre des responsabilités, soit au niveau logistique, soit au niveau production, soit au niveau administration, qui sont plus raffinées que ce qui était dans le passé. Et comment vous faites ça auprès des salariés qui ont peut-être l'habitude encore qu'on se tutoie, qu'on se connaît, qu'il n'y a pas de standard, que toutes les solutions sont toujours on va décider maintenant, on fait comme ça, voilà. Mais ce qui peut créer par exemple des situations qui sont des situations pas très justes, parce qu'il y a un qui est traité comme ça, l'autre qui est traité comme ça. La question comment on fait avec
Les contrats de travail, il y en a qui ont un contrat de travail où ils ont 30 journées de vacances, et il y a un autre qui a son contrat date de 2010 où ils n'ont pas du tout mentionné combien de journées de vacances, et il prend ses vacances comme il veut, etc. Vous voyez un petit peu. Donc là, c'est dire on fait une réunion d'information sur tel truc, et après on désigne... Par exemple, On va faire un plan de... voilà, par exemple, on a besoin de décision. Toujours, on a besoin de décision, comment on fait, et on a besoin d'un événement ou d'un support, comment on transmet ces informations aux salariés. Est-ce qu'on fait une réunion avec tous les salariés, par exemple, oui, 300, ou est-ce qu'on fait une newsletter, qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des mesures pour accompagner, pour avoir, est-ce qu'il y a une vision? Pensez à Kotler aussi, hein? Est-ce qu'il y a une vision pour cette entreprise à long terme? Où est-ce qu'on veut y aller? Est-ce qu'on veut atteindre les 1000? Est-ce qu'on veut rester à 300? Est-ce qu'on veut continuer à croître dans le même rythme? Ou est-ce qu'on veut peut-être... C'est une choisie. Vous vous souvenez de notre triangle de stratégie, structure, culture? Alors il faut maintenant dire notre stratégie, c'est de croître de la même manière et que dans 5 ans, on sera à 600. Tout ça, ça a un impact aussi après sur le projet. Et on va faire les chauvins. Et est-ce qu'on change de nom? Est-ce qu'on agit? C'est son intérêt, c'était d'acheter un brevet. C'est nous. Non, on débloque pas l'argent. C'est nous les dirigeants. On se met là. Un problème. Donc nous on a travaillé sur le cas d'une forte croissance. On est passé de 5 salariés à 300 salariés en 5 ans. Donc on a décidé, donc notre objectif c'est de réorganiser afin de s'adapter à une entreprise de taille de 300 personnes. Donc en sponsor, on comptait partir sur le comité de direction. Après on a considéré que le comité de pilotage en fait c'était notre groupe. Après donc on ferait appel à 2 consultants externes. On a choisi un de type architecte et un manager de projet. Après, concernant l'équipe changement, donc c'était au niveau de la structuration par équipe. Attendez. C'était les managers, c'est ça? Une personne d'équipe qui est voilà, du projet. Et donc après les acteurs du changement, donc c'est les salariés les plus convaincus par la structuration. Sachant qu'au préalable, on aura déjà refait l'organisation plus ou moins pour avoir différentes parties avec des managers qui gèrent plusieurs personnes. Ça. Ouais. C'est pas très beau, bon. Par rapport aux actions qu'on va mettre en place, donc déjà comme vous l'avez vu précédemment, on va mettre en place une hiérarchie nouvelle, donc avec des rôles qui vont être réorganisés, avec des fonctions qui vont aussi être différentes pour s'adapter justement à 300 personnes. Donc pour ce faire, on va mettre en place une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences pour maintenant et pour plus tard. Donc pour maintenant, afin de comprendre justement quelles personnes ont les compétences pour s'adapter à la nouvelle organisation de l'entreprise de 300 salariés, et pour plus tard aussi, puisqu'on veut quand même continuer à s'étendre, mais de façon un peu plus mesurée, on veut être 500 salariés en 2020. Donc on veut voir par rapport au processus de mobilité interne, quelles personnes ont les compétences pour justement pouvoir de façon un peu transversale bouger au sein de notre organisation. Ensuite, on veut harmoniser les procédures. Pourquoi? Parce qu'avant, on était une petite entreprise très familiale, donc il n'y avait rien qui était vraiment hyper structuré. Donc nous, en fait, ce qu'on veut, c'est vraiment harmoniser les contrats de travail et les rémunérations par rapport justement aux nouveaux postes qu'on aura pu définir au préalable. Donc en redéfinissant bien sûr les fonctions de tout le monde au sein de cette entreprise. On veut créer une culture commune. Pourquoi? Parce qu'on pense que cette entreprise-là, elle a des valeurs qui étaient celles de ceux qui ont créé l'entreprise au début, mais peut-être que ces valeurs ne sont pas forcément partagées par tout le monde, ou peut-être qu'elles sont partagées, mais de façon qui n'est pas forcément efficiente pour l'entreprise.
Donc, du coup, on veut créer une culture vraiment commune pour qu'on arrive tous à un but qui soit identique. Ensuite, on veut mettre en place un nouvel ERP, justement, dans cette optique, justement, tout harmoniser. Et donc, ça suppose de faire une information par rapport à cet outil-là, afin qu'il n'y ait aucun obstacle, ou s'il y a des obstacles, afin que les employés puissent justement contourner ces obstacles ou les franchir, toujours pour que au long terme, ça s'ancre dans une transformation efficace. Ensuite, on a un comité d'entreprise qui est déjà mis en place, puisqu'on est plus de 50 salariés. Par contre, on veut des actions assez précises, assez marrantes. Donc, je ne sais plus trop ce qu'on avait défini, mais c'était par rapport à Noël, c'est ça? Je ne sais plus trop ce qu'on avait dit sur ça. Les actions du CE, c'était par rapport à des apéros, tout ça? Je sais plus trop ce qu'on avait dit. Pour le récompenser à court terme, toutes les actions qui sont faites. Donc, la culture d'entreprise, j'avais dit. La communication, il faut communiquer au cours du processus, pour que tout le monde soit impliqué et motivé. Et ensuite, on va faire un processus d'intégration à la fois pour les futurs arrivants qui vont arriver entre 2015 et 2020, mais aussi pour les personnes qui vont justement être amenées à changer d'équipe dans le cadre de notre nouvelle structuration, afin qu'il y ait un sentiment d'appartenance plus fort. Voilà. Je sais pas si on parle de... Si, j'ai dit ça. Ok, merci. Commentaires, questions? Très bonne question. C'est gentil de le soulever. Non, je pense que juste qu'on l'a mis deux fois, mais de façon différente. C'est juste que voilà, on veut être sûr qu'il y ait une culture commune, et si elle est commune, on veut qu'elle soit harmonisée et partagée par tous. C'est ça. Si moi je le vois deux fois, ça veut dire que c'est important. Mais la question que moi j'ai derrière, comment vous voulez faire ça? Comment vous créez une culture commune et comment vous harmonisez une culture d'entreprise? Très bonne question. En mettant une vision commune. Une vision commune. Partageant les valeurs. Comment vous faites ça? Comment vous le faites? C'est un peu, par rapport aux visions qu'ont les dirigeants, simplement de bien rappeler par une information, par la communication, de bien rappeler à tous les salariés que l'entreprise, de base, les valeurs, elles étaient celles-ci. Okay. C'est-à-dire il faut quand même prévoir aussi des mesures concrètes, c'est-à-dire concevoir soit des séminaires, soit des journées, soit des demi-journées, soit des... etc. C'est ça l'important, parce que souvent, ça s'arrête là, que des personnes, des responsables disent voilà, on veut faire ceci, on veut faire cela, et après il y a peut-être même un petit article dans la newsletter ou je sais pas où, mais ça s'arrête là, et ça c'est dommage parce que ça n'aide pas vraiment à créer quelque chose, ça n'aide pas vraiment à transporter un message. C'est-à-dire même si vous dites communication, 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 ouais, qu'est-ce que ça signifie concrètement? C'est vraiment d'investir là-dedans, c'est vraiment d'investir dans des actions, c'est vraiment d'attribuer à des personnes qu'ils passent du temps à faire ça. C'est-à-dire ça ne se fait pas automatiquement. C'est un petit peu ça le message que j'aimerais bien transmettre, que si vous n'investissez pas en temps et en budget dans toutes ces mesures-là, alors ça se perd. Et alors on verra ça après aussi, que beaucoup de projets de changement, ils échouent ou ils crèvent parce qu'on n'a pas la volonté vraiment d'investir là-dedans. On dit oui, c'est important, tout le monde est d'accord, mais après si je demande mais quelles sont les actions, vous avez vu hier, quand on a démarré, il y avait une fois la phrase « les actions comptent ». Pas ce qui sont les sermons, quoi. Pas les discours. Les discours, on peut dire n'importe quoi. Sur le site internet, on peut avoir des phrases qui sont super jolies. Mais ce qui compte, ce sont les actions. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est vraiment fait à ce niveau-là, au niveau de communication, au niveau de, par exemple, de la culture d'entreprise? Est-ce qu'il y a vraiment des événements? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose qui se fait pour transposer ça? Parce que si c'est uniquement, oui, on développe la culture d'entreprise, et si je demande comment, zéro. Oui. Ouais.
C'est là où il faut faire attention que ça ne reste pas seulement de la parole, où il y a vraiment des actions qui en découlent. Ok, sinon merci, bravo. Nous, on était en situation de redressement. L'entreprise était une entreprise de 1000 salariés environ, avec un chiffre d'affaires de 10 millions et un résultat net de moins 1 million. Et on s'est mis en position de l'équipe pilote pour gérer ce redressement. Donc dans le plan d'action, en premier, on s'est dit qu'on allait faire un audit de l'entreprise, voir ce qui allait et ce qui n'allait pas. Ensuite, on fait un bilan de l'audit avec une identification des problèmes pour savoir où est-ce qu'il fallait agir en priorité sur ce redressement. Du coup, à partir de là, c'est la phase d'engagement. Donc par rapport à ces problèmes qui ont été identifiés, donc on détermine une stratégie et plus globalement une vision, donc quelque chose, un but qu'on souhaite atteindre. On le décline dans des objectifs clairs au niveau de chaque manager, dans chaque service, et on fait bien sûr une communication pour que tout le monde sache, que ce soit manager ou collaborateur, quelle est la stratégie, vers quoi on tend, qu'est-ce qu'on veut atteindre. Après, par rapport au projet, on va réaliser un rétro-planning avec tout ce qui est avec des dates d'échéance, dates de réunion, avec un partage d'expérience. Donc c'est plutôt un retour des managers sur le terrain, voir comment ça se met en place, ce qui se passe, et en fonction du coup ajuster en délivrant nous le bon message. Petit problème technique. Et du coup, profiter pour mettre en avant les bonnes pratiques. On met en place des réunions de suivi et d'ajustement, toujours avec les managers, et on communique ensuite sur l'état d'avancement du projet et voir un peu ce qui reste à faire, où on en est. Ça, c'est de l'amélioration continue pratique. Voilà. Donc c'est vraiment dans un esprit d'amélioration continue pratique. Non mais voilà, c'est toujours avoir un suivi sur ce qui se passe et en fonction ajuster, améliorer, voilà. Progresser. Ok, merci. Questions, commentaires? Moi j'ai une question pour votre audit au début. Vous faites comment en fait? Vous avez audité quoi? Comment? On fait appel à un cabinet extérieur. Un cabinet externe. KFP France Conseil par exemple. Voilà, un très beau cabinet. Et on audite tous les départements pour voir, vraiment toute l'entreprise pour voir ce qui va et ce qui va pas. Surtout au niveau des processus et de production, etc. Le but c'est de voir ce qui va pas et promouvoir ce qu'on fait aussi de bien. C'est pas uniquement ce qu'on fait de mal, mais c'est promouvoir ce qu'on fait de bien, le garder et changer ce qu'on fait de mal. Et on a bossé les gars. Oui, on a vu ça. Ok, autre question peut-être? Ou commentaire? Bon, on est resté là maintenant dans, je dirais, un niveau, juste pour imaginer la situation. C'est clair que dans des situations de redressement, souvent il faut prendre des décisions qui sont des décisions qui font mal. Et souvent des décisions de stratégie, c'est pas une euphorie, c'est vraiment aussi de ne dire ce qu'on ne fait pas. C'est vraiment de prendre des décisions, quelles sont les choses qu'on ne fait pas. Et ça, c'est souvent difficile. Moi, j'ai animé déjà maintes ateliers de stratégie avec des personnes responsables dans les entreprises. Le plus difficile, c'était de prendre la décision, c'est ce qu'on ne fait pas. C'est facile de dire on fait ceci, on fait cela, et après... Oui, mais de dire ce qu'on ne fait pas, ce qu'on laisse à la concurrence ou ce qu'on laisse à d'autres, sur qu'est-ce qu'on se concentre, surtout dans de telles situations où on doit vraiment décider quel est le chemin à prendre, c'est super difficile. Bon, et après, ce qui n'est pas reflété là-dedans, souvent des situations de redressement sont liées à des restructurations, des licenciements et tout ça. Et ça a un impact aussi pour ceux qui restent. C'est-à-dire comment on gère aussi, par exemple, un plan social qui est nécessaire peut-être. Est-ce qu'on réussit à se séparer aussi de salariés sans qu'il y ait des dégâts après? C'est-à-dire de bien démontrer qu'on n'est pas là parce qu'on est
des mauvaises personnes qui veulent nuire à quelqu'un. On est là pour sauver une entreprise. Et peut-être entre parenthèses, c'est pas pour la caméra après, entre parenthèses, je crois que là, il y a dans la pensée française un petit, comment dire, une faute, parce que maintenir des emplois, ça ne peut pas être l'objectif d'une entreprise. L'objectif d'une entreprise, c'est de prospérer et de pouvoir dégager des gains. Et une entreprise doit avoir assez de souplesse, bon c'est peut-être la perspective de l'entrepreneur, mais doit avoir assez de souplesse pour garantir ça, parce qu'alors à long terme aussi elle peut garantir des emplois. Mais si un objectif c'est de garantir des emplois, toutes les entreprises que moi je connais, où c'était vraiment l'objectif principal, ils ont échoué. Parce qu'ils n'ont plus la souplesse de pouvoir réagir au niveau économique qui est nécessaire. C'est-à-dire là, il faut peut-être changer un petit peu notre perspective, que ça ne peut pas être un objectif primordial d'une entreprise de maintenir des emplois. Vous allez travailler dans les RH, alors peut-être ça vous fait penser à quelque chose ou à discuter aussi. Mais je pense que ça, c'est vraiment un chapitre assez important aussi pour l'économie française, de dire il faut peut-être vraiment penser dans d'autres dimensions et pas de maintenir les emplois, quoi que ce soit. Parce que ça tue plutôt les emplois à long terme que de vraiment donner aussi assez de souplesse aux entreprises. Et c'est pas parce que les patrons sont méchants qu'ils font ça. C'est parce que les patrons, ils ont une réflexion sur comment on peut survivre, comment on peut organiser qu'on a du succès dans l'avenir. Bon, mais ça, c'est pas notre sujet. Mais on touche aussi à ces sujets-là si on est dans des projets de changement, surtout de redressement. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions ou de commentaires. Alors, donc nous, notre problématique, c'était un cas de fusion-acquisition. Donc, entre deux sociétés, donc la société Lune, on a fait un peu des bizarres, mais la société Lune et la société Soleil, donc sachant que c'est dans notre cas, c'est la société Lune qui est une société allemande qui rachète la société Soleil, qui est une société française. Donc la stratégie, là, c'est clairement d'être premier sur le marché en rachetant le brevet et donc le produit de la société française, la société Soleil. Donc on a fait une société commune, la société Eclipse. Les problèmes que cette fusion a pu engendrer, donc une double culture, donc avec la culture française et la culture allemande, des doublons au niveau des postes, au niveau des services, au niveau des process également, une réduction d'effectifs par rapport à la société française. Il y a 2000 collaborateurs sur la société française et 2000 en Allemagne. Donc l'idée, c'est que la société en France travaille sur ce brevet, mais a parallèlement une autre activité qui est identique à celle qui était en Allemagne. Donc l'objectif, très clairement, c'est pas de développer cette activité secondaire de la société en France, mais c'est vraiment que de développer la partie brevet. Donc on part du principe que sur 2000 collaborateurs, on va conserver que 500 en France. Sachant que du coup les 500 c'est les experts métiers de ce brevet-là. Voilà. Donc ensuite il y a également des process qui seront différents. Et tout ça va engendrer bien sûr un stress, une incertitude pour les personnes sur l'avenir. Donc voilà. Donc là je suis pas sûre que vous voyez grand chose, mais en termes de plan d'action, donc nous on s'est dit que pour ce type de problématique ça allait être sur 2 ans, parce que sur 1 an on n'allait pas arriver à mettre en place toutes ces actions-là. Mais c'est surtout que sur 1 an ça serait un changement un peu trop brutal pour les collaborateurs. Donc comme on vous disait tout à l'heure, donc on veut vraiment garder les experts produits de
de soleil sur le site français. Donc ça, c'est vraiment important. Ensuite, on va mettre en place une nouvelle direction. Donc sachant qu'on va avoir un DG groupe de la société Eclipse, du coup, qui va être l'ancien DG de la société Lune, donc, qui est la société qui a racheté la société française. Donc ensuite, on veut vraiment impliquer les RH des deux entités dans ce changement. Donc pour qu'il y ait les deux... vraiment une mutualisation, en fait, après les outils se parlent. On va plus travailler sur les outils au niveau des ressources humaines, de façon à ce qu'il y ait, ne serait-ce qu'en termes d'évaluation des collaborateurs, que les collaborateurs soient évalués sur les mêmes thématiques et que ça puisse créer une dynamique de groupe. C'est un exemple. Donc ensuite, on va créer un comité de pilotage qui mettra en place un rétro-planning pour qu'on soit fixé sur toutes les actions à mettre en place sur ces 2 années. Donc pour nous, on a jugé pertinent que ce comité soit composé des 2 anciens directeurs généraux de ces 2 sociétés et d'un consultant externe pour avoir un avis extérieur à la société, mais garder la vision des 2 principaux acteurs, des acteurs qui sont concernés par cette problématique. Ensuite, ce qui est très important, c'est communiquer la vision et la stratégie auprès des salariés, donc des 2 entités. Pourquoi on fait cette fusion-acquisition? Quelle est la stratégie sur le long terme et les objectifs de l'entreprise pour qu'ils puissent comprendre un petit peu les enjeux et derrière ce qui va en découler pour leur travail au quotidien. En fait, après, on n'est pas rentré encore assez dans le détail, on a manqué objectivement de temps. Là, après, c'est un peu pêle-mêle, donc on s'est dit que c'était un projet d'une part sur 2 ans. On y a mis un budget, donc ce budget, on l'a budgétisé à 500 000 €. 500 000 €, ça va à la fois couvrir tous les événements qu'on va créer autour de ce regroupement. Donc, dont le premier qui sera certainement le plus cher, qui sera un événement plutôt d'un point de vue campagne, c'est-à-dire qu'on va créer une espèce de convention où on va réunir en fait l'effectif en Allemagne et donc en France pour que ce soit un événement autour du lancement de la nouvelle entreprise qui s'appelle Eclipse. Sachant que lors de cet événement, donc avant l'événement, on veut mettre en place une espèce d'enquête auprès des salariés des 2 entreprises pour essayer de faire émerger des valeurs communes, donc 5-6 valeurs qui seraient du coup les valeurs de la société Eclipse. Donc là on aurait pu, de questions de culture allemande, culture française, des valeurs de la société Soleil ou Lune, on veut vraiment faire une culture Eclipse et des valeurs Eclipse. Donc je dis n'importe quoi, mais par exemple ça peut être dans les valeurs placer le client toujours en premier, innover au quotidien, enfin des choses comme ça, qui seraient du coup des valeurs qui rythmeraient le quotidien des collaborateurs. Et du coup, ces valeurs seraient présentées lors de ce congrès de lancement de la société. Donc ensuite, il y a une partie un peu plus... là, c'est plus au niveau des processus et des outils. Donc harmoniser les processus et les outils, faire un ERP commun, des processus communs, par exemple, pour les outils d'évaluation des collaborateurs, que les managers puissent évaluer de la même façon des collaborateurs de la société Soleil ou Lune. Donc même si on a 2 marchés différents, 2 produits différents, les collaborateurs seront managés au quotidien de la même façon, évalués de la même façon. Ensuite aussi, on avait mis processus d'intégration pour les salariés de la société Soleil. Donc ça, c'est vraiment pour qu'ils se sentent intégrés. C'est aussi parce qu'ils détenaient le savoir autour du brevet, donc on les impliquait en fait dans la transmission du savoir donc sur place, donc en Allemagne. Questions? Commentaires? Sinon, moi j'ai plein de commentaires, parce que moi je ne suis plus dans des choses que j'ai vécues les dernières années. Moi j'ai bien aimé par exemple que vous avez décidé, bon je crois que je vous ai donné aussi de dire voilà, s'il y a une fusion entre égales, c'est censé que après c'est quelque chose de nouveau. Parce que ce qui était intéressant, ce qui s'est fait beaucoup dans les années 80 et 90 encore,
c'était qu'après, on aurait pu dire aussi c'est l'entreprise Soleil-Lune, ou Lune-Soleil. Rhône Poulain, que vous connaissez plein d'entreprises qui ont un double nom, ou un triple nom, ou quelque chose comme ça. Mais le message derrière, c'est souvent, il y a toujours encore l'entreprise A, il y a toujours l'entreprise B, toujours l'entreprise C, avec sa culture, son fonctionnement, ses produits, ses clients, etc. Si on choisit cette version-là, le message est clair. On est une nouvelle entreprise, on développe une nouvelle identité. Et vous vous souvenez de la pyramide? Il y avait tout à fait au top, il y avait l'identité. Et là, c'est clair que vous respectez maintenant que dans ce changement-là, vous voulez aussi qu'il y a une nouvelle identité pour tout le monde, pour les Français et pour les Allemands. Et c'est très important. Il y a des exemples où ça a bien fonctionné, dans le pharmaceutique par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez encore les noms Sanofi, Aventis, etc. Vous savez comment ça s'appelle aujourd'hui? Justement, c'est ce qu'on cherchait tout à l'heure. Mais là, il y a des choses qui sont réussies parce que aussi on n'a pas maintenu les anciens sites. Parce qu'on a dit par exemple, on crée un nouveau site, dans ce cas-là, c'était près de Strasbourg, franco-allemand, etc. Avant, il y avait un site près de Lyon et un autre près de Mannheim ou Ludwigshafen en Allemagne. Et alors, on crée un nouveau site où on rassemble la direction générale, etc., etc. Et on crée un nouveau nom. Et tout ça, ce sont souvent des histoires de succès parce qu'ils ont réalisé, si on veut vraiment évoluer aussi comme entreprise et si on veut avoir une identité pour tous les salariés. Mais justement, on ne se souvenait pas de la nouvelle appellation de Sanofi Aventis, qui veut quand même aussi dire que ça n'a pas si fonctionné que ça. Si on se rappelle toujours des déjà dernières entités. Ça, c'est la vue du client ou du public, mais pour les salariés, c'est quand même autre chose. Ouais. Et j'ai bien aimé aussi ce que vous avez dit là, que vous développez avec la direction quelque chose, qu'il y a un nouveau fonctionnement aussi à l'intérieur, c'est-à-dire que vous créez des valeurs communes, c'est-à-dire que vous essayez de fédérer, de souder, de toute façon d'ériger aussi une forte culture d'entreprise qui est plus forte probablement que les cultures nationales ou germaniques et latines qui se rencontrent là. Ça aussi, c'est vraiment une stratégie à ce niveau-là qui est au-delà que de dire voilà, il faut faire des cours de français, des cours d'allemand ou des cours d'anglais pour tout le monde parce que la langue commune va être l'anglais. Ça, c'est je dirais sur un niveau opératoire, c'est d'accord, mais la philosophie derrière, là, était aller plus loin. J'ai bien aimé ça, de dire voilà, on développe une culture d'entreprise qui est très forte, où on cherche d'abord les valeurs communes, pour que ça, c'est quelque chose qui unifie les personnes, quelle nationalité, quoi que ce soit derrière. Oui, parce que ça peut être plus fort qu'une culture locale. C'est très bien, j'ai bien aimé ça. Ok, qu'est-ce qu'il y avait encore? Ah oui, que vous avez aussi dit, pour cette fusion-là, on a besoin d'un budget. Parce que ça, c'est souvent, je l'avais déjà mentionné, c'est souvent oublié que ce sont des efforts qui coûtent aussi. C'est pas quelque chose qui est gratuit et c'est pas quelque chose qui se fait automatiquement. C'est-à-dire de dire, on prend le temps de 2 ans et on contribue aux événements qu'on veut réaliser pour cette fusion-là, un budget de 500 000 €. Top. Je pense qu'on a été un peu light sur le budget, mais bon, on a été... Non, mais quand même d'y penser, c'est déjà plus que rien, parce que souvent on ne pense pas. Souvent on pense, voilà, maintenant on a une fusion, les synergies, c'est surtout pour faire des économies, mais c'est pas dans la logique aussi, il faut investir aussi quelque chose pour que ça marche bien. Ok, bravo, merci. Ok, dernier mot. Donc nous, on est la branche sac à main d'un grand groupe de maroquinerie.
Donc on est parti d'une problématique. Donc comment passer d'un mode organisationnel statique à un mode projet dynamique. Donc on s'est posé plein de questions. Alors est-ce que tout se gère en mode projet? Est-ce qu'il y a des tâches ingérables en mode projet, comme par exemple lors de la gestion d'un contentieux? Est-ce que c'est pour des projets ponctuels ou qui se réalisent de manière pérenne? Est-ce que la transversalité passe par une prise de décision collaborative qui réunit des personnes avec des compétences diverses? Ou est-ce que ça passe au niveau individuel, c'est-à-dire des missions qui regroupent, qui rassemblent des compétences variées et qui touchent à plusieurs niveaux de compétences en fait? Est-ce qu'on casse ou est-ce qu'on réorganise l'organigramme? Et au-delà de ça, est-ce qu'on crée une évolution de culture en fait, de l'entreprise? Et après, quelle est la place dans l'organigramme de cette cellule, de ce comité de pilotage en fait? Donc on a plus de questions en fait que de résolution de problèmes. C'est clair. C'est normal, c'est normal. Mais on a quand même conclu notre réflexion que pour passer à un mode projet dynamique, il fallait qu'on passe à la fois, fallait qu'on change les choses au niveau structurel, mais aussi sur le plan humain. Parce que pour nous, passer à un mode projet dynamique, c'est non seulement changer nos habitudes de fonctionnement, mais aussi notre manière de penser et de travailler. Donc une de nos propositions, ça serait, donc ça c'est notre branche sac à main avec ses différents services RH comme production, IT, achat, marketing et vente. Et du coup, une de nos propositions au niveau structurel, ça serait de mettre en place des cellules projets qui se réuniraient lors de prises de décision globales et collaboratives. Et donc dans ces cellules projets, il y aurait des personnes de chaque service. Et ces cellules donc interviendraient à différents moments de l'activité de la branche. Donc ça serait pour la partie structurelle. Et notre objectif sur le plan humain, ça serait de changer les comportements des collaborateurs, de changer leurs réflexes pour qu'ils aient en fait l'autonomie, le réflexe d'aller voir différentes personnes dans l'entreprise et de collaborer de cette manière-là. Dès la naissance du projet, en fait, l'idée c'est que le dossier n'aille pas d'un service à l'autre, mais que le dossier il soit en permanence entre les mains de plusieurs personnes. Voilà. S'il y avait une image à donner. Ensuite, on a rajouté que pour que ce changement de mentalité et de culture se fasse, il faut qu'on informe bien les collaborateurs qu'ils ont le droit d'aller voir différentes personnes de l'organisation pour qu'ils se sentent légitimes pour pouvoir collaborer. Et qu'ensuite, ça permettrait à tous les collaborateurs à tous les niveaux d'avoir une vision transverse des différents projets. Quelqu'un veut parler? Non. Et donc l'objectif c'est d'avoir une communication très forte sur ce changement de mentalité et que les personnes aient vraiment conscience que les projets sont transverses dorénavant et non plus, il n'y a plus de fonctionnement en silo par direction. Et la nécessité donc d'avoir au départ des personnes qui soient, alors au niveau du comité de direction, parce que quand même malgré tout il n'y en a rien, afin d'avoir des véritables sponsors sur la naissance de ce mode projet dynamique. En fait. Ensuite, on a élaboré rapidement un plan de communication qui se déroulerait en 2 temps. Un premier temps, donc, sur le court terme, l'objectif, ça serait de réorganiser le mode de fonctionnement, le mode de travail. Et le deuxième objectif à long terme, qui serait lui de changer la culture radicalement des collaborateurs. Et donc, on a mis des pistes de communication pour la période à court terme, qui serait de communiquer sur des projets réussis et surtout on a insisté sur la nécessité qu'il faut mettre en avant les individus, les mettre en valeur. Voilà, donc ça c'est juste les premières pistes. Voilà. Qui donne des grands, qui a la vision de l'entreprise, en fait. Comment on intègre tout ça, plus en travaillant sur la structure même de l'entreprise. En fait. C'est pas sur le fonctionnement opérationnel d'un projet, c'est plus sur comment on intègre ça sur une vision structurelle d'entreprise. Voilà. C'était plus, le questionnement il était plus à ce niveau. Voilà. Et là, vous êtes vraiment dans la réalité, parce que dans la réalité, c'est tel qu'on ne connaît pas les solutions
au préalable. On sait quel problème ça va créer, mais on a aussi la vision que ça va, comme vous l'avez décrit, que ça va donner une fluidité aussi au projet qu'on n'avait pas comme ça au préalable. Mais ça crée plein d'incertitudes, c'est clair. Et il faut les résoudre en cours de route. C'est ça que je voulais aussi, c'est pour ça que c'est le dernier exemple aussi, parce que pour les 3 autres exemples, on peut établir aussi un planning qui peut être assez strict. Et on peut procéder, je dirais, entre guillemets, à l'allemande. Mais peut-être dans un cas comme ça, c'est beaucoup plus important de ne pas avoir un planning de A à Z sur un temps de 2 ans. Là, c'est plutôt, je dirais, il faut procéder au fil du temps, au fur et à mesure, il faut avoir des boucles de feedback, il faut procéder d'une manière itérative, on dit aussi, c'est-à-dire faire des expériences, voir est-ce que ça marche pas, est-ce que ça marche bien, comment on peut améliorer, etc. D'avoir comme ça des boucles itératives pour pouvoir trouver l'organisation qui colle au mieux à ce qui était la vision et ce qui était envisagé au début. Parce qu'à un moment donné, on est d'accord que ça va bouleverser le mode hiérarchique de l'entreprise. C'est forcément. Ça de toute façon. Voilà. Ça de toute façon. Et ça va remettre en cause les personnes qui ont un rôle hiérarchique dans l'entreprise. Alors, il y a tout ça aussi. Ouais. C'est pas. Voilà. Pour une telle situation, il y a 2 choses qui sont, je dirais, le challenge pour les Français. Ce ne sera plus une entreprise hiérarchique. Il n'y aura plus de patron, cadre, etc., hiérarchie bien définie. Mais de l'autre côté, ce sera une organisation qui doit s'inventer tous les jours. C'est-à-dire qui doit être très créative, qui doit trouver des solutions sur le tas, etc. C'est certainement pas fait pour les Allemands. Par exemple, pour les entretiens de fin d'année, ça pose la question, qui fait l'entretien de fin d'année? Est-ce qu'on raisonne par objectif collectif? Là, forcément, on est obligé. Et non plus uniquement par objectif individuel. Il y a des tas de choses qui... Il y a plein de choses qui en découlent. Voilà. Bravo. C'est-à-dire, si on autorise trop de compétences, si on ne réussit pas à créer une équipe, si on sous-estime le pouvoir d'une vision, il n'y a pas assez de communication sur la vision, ou comme on a vu dans l'exemple de notre fusion-acquisition que vous avez travaillé dans votre sous-groupe, s'il n'y a pas de valeurs communes, par exemple, si on laisse entraver les obstacles de chemin, etc. C'est-à-dire vous trouvez là les 8 points et vous voyez que si on ne respecte pas et on ne répond pas à ces questions-là, que la chance d'échouer, elle augmente de plus en plus. Mais la dernière phrase, pour moi, c'est aussi important que mon impression, c'est que souvent aussi des projets échouent parce que les personnes n'ont pas de longue haleine. Parce que si un projet, après quelques mois, perd de dynamique, si ça perd d'énergie, que ça devient pénible. Et que les personnes n'ont pas l'audace de continuer et de remettre le souffle dans un projet pour vraiment le guider à terme. Il faut aussi être persévérant. Et bon, là peut-être la persévérance, c'est aussi quelque chose qui est plutôt peut-être allemand que français. Le meilleur possible au vent qui existe. Et là, il faut peut-être faire aussi des changements, c'est-à-dire changement de cours, c'est-à-dire même si on a décidé hier qu'on va de Marseille à Toulon, on va toujours probablement pouvoir atteindre le but, mais pas sur la même route. Pas avec le même parcours, on doit peut-être faire 2 ou 3 crochets de plus, s'il y a un changement de vent. Et c'est un petit peu cette image-là, cette logique-là, qu'on peut adapter pour le management de changement, où on n'est jamais sûr que des décisions qui sont prises aujourd'hui sont valables pour les prochains 10 ans. Alors, maintenant, c'était ce qui est négatif. Maintenant, regardons un petit peu le positif. C'est-à-dire, quels sont les facteurs de succès. Et là, je pense que je peux passer assez rapidement parce que maintenant, vous le connaissez déjà.
c'est un petit peu la conclusion. C'est l'énergie qui est nécessaire pour créer un climat de confiance. Ça, on en a parlé aussi, que la confiance qui existe entre les supérieurs, entre les cadres et les salariés, que c'est quelque chose qui aide aussi à surmonter des obstacles, à passer dans des périodes difficiles. Parce que si on n'a pas confiance, vous savez ce qui est le résultat. Alors il y a des gens qui quittent l'entreprise, il y a des conflits. De toute façon, ça passe certainement plutôt au mal qu'au bien. Oui, qu'est-ce que je peux ajouter encore? Ça se répète maintenant aussi avec la communication et l'information qui est nécessaire. Garantir l'apprentissage veut dire de garantir vraiment qu'une organisation, c'est quelque chose aussi qui peut évoluer, qui peut faire chaque jour encore des améliorations. Si vous avez des questions sur un des points, n'hésitez pas, parce que là, j'accélère un petit peu. J'ai une question sur les objectifs. On pensait aujourd'hui que les entreprises, quand elles sont, c'était la diapo précédente, l'objectif, tout à l'heure, vous disiez qu'il ne fallait pas confondre en fait le but et l'objectif qui est beaucoup plus structurant. Mais aujourd'hui, l'objectif, c'est satisfaire les actionnaires, c'est avoir se désendetter, avoir un cours de l'action qui soit à temps. C'est difficile d'adhérer à un projet comme ça. Bon, ce que vous avez décrit là comme objectif, moi je dirais c'est quelque chose de basique qui garantit la survie d'une entreprise. Mais c'est ce qui est présenté souvent quand on a des gros meetings avec, on se retrouve où l'encadrement, on va dire, soit du commercial, soit de la DRH, on a des gros meetings. Bon, il y a un habillage derrière qui est, oui, donc il faut motiver les personnes, on a un plan, on a ci, on a ça. Mais derrière, on sait bien que derrière, le souhait, c'est affiché dans les AG d'actionnaires et ainsi de suite, c'est que l'action remonte, c'est qu'il y ait une distribution d'une autre. Économiquement, je le comprends tout à fait, mais c'est affiché comme un objectif à part entière et qui est un peu l'unique objectif et au service duquel on met en place des moyens, des restructurations, des projets d'achat qui sont différents et qui quand même... C'est nécessaire, mais on a l'impression qu'il n'y a que ça qui structure l'entreprise aujourd'hui. Autrefois, c'était différent? C'était peut-être moins affiché, c'était peut-être moins, moins violent, peut-être. Mais on a le sentiment aujourd'hui qu'il n'y a que ça qui structure l'entreprise et que les moyens, peut-être, ne sont plus ce qu'ils étaient peut-être à l'époque. Peut-être qu'il y a aussi un changement de paradigme à faire, en fait. Mais je trouve qu'aujourd'hui, c'est vraiment, il n'y a que ça. Et je sais pas que c'était pas vraiment ça. Je souhaite que ça change. Bon. Enfin, ça dépend aussi des cultures d'entreprise, peut-être. Mais c'est intéressant parce que là, on rentre dans une discussion que moi, je trouve qui est importante. C'est comment fonctionne notre économie et quelles sont les raisons d'être d'entreprise. Est-ce que les raisons d'être d'entreprise, c'est uniquement pour gagner de l'argent ? Ou les raisons d'être d'entreprise, c'est d'apporter une valeur ajoutée à la société. Mais ça, je pense que ça, on va aller loin si on commence cette discussion-là. Oui, mais c'est important de poser la question. C'est important de poser la question si on vit dans un univers et dans une économie qui est purement capitaliste. C'est le cas, je ne dis pas le fait qu'on vit dans une vie. Mais aujourd'hui, les restructurations des entreprises sont de plus en plus fréquentes. Vous disiez hier que les entreprises étaient en changement tout le temps. Et c'est vrai, on le constate. Il y a un plan de départ volontaire, après il y a un PSE, puis après on fait un deuxième plan de départ volontaire qui est le troisième, et ainsi de suite. Les équipes s'organisent différemment, mais en fait se réduisent de plus en plus. Les gens atteignent un niveau de pression à tous les niveaux qui est quand même important. Et c'est difficile d'adhérer à ça quand on y est encore.
C'est ça qui est compliqué aujourd'hui. C'est qu'il y a une absence d'adhésion des salariés au projet. Voilà, c'est ce que je disais, c'est l'identification finalement avec une entreprise et avec la mission aussi d'une entreprise. Mais là, je vois, moi, je touche à beaucoup d'entreprises et je vois beaucoup de secteurs et je vois qu'il y a beaucoup de différences entre des organismes, des entreprises qui sont par exemple qui sont à la bourse et des entreprises qui sont par exemple des entreprises familiales. Il y a pas mal d'entreprises aussi qui ont vraiment des valeurs où, par exemple, le bonheur de leurs collaborateurs leur est très cher. Et où il y a aussi une identification des personnes que je dirais, si on le dit en pourcentage, c'est probablement le double ou le triple de ce que si les personnes s'identifient s'ils font partie d'un grand groupe. Pour vous donner un exemple, là, au moment, j'ai commencé à trier toutes les cartes visites que j'ai collectionnées les dernières 2 années. Parce que c'était quand même pas mal de cartes visites. Et j'ai pensé, voilà, je dois maintenant regarder un petit peu comment je fais. J'ai envoyé des vœux de Nouvel An pour voir, pour rester en contact aussi. Et je ne dis pas de nom maintenant, mais la moitié des personnes que j'ai contactées dans les grands groupes, le mail est revenu failure. Parce qu'ils ont changé de poste, probablement, peut-être ils sont encore au sein de l'entreprise, mais normalement ils gardent quand même encore leur mail parce que c'est personnalisé, prénom, nom, entreprise.com ou je sais pas. Mais la moitié est revenue, à peu près, entre 40 et 50%. Et des cartes visites des entreprises PME que j'ai, où j'ai envoyé un truc, j'ai même reçu un mail de retour, merci Monsieur Denoy, comment allez-vous, blabla, on vous souhaite aussi les meilleurs vœux pour 2015, etc. Il y a une différence, je le ressens moi-même avec les cartes visites que moi j'ai collectionnées les derniers 2 ans, une différence entre les grands groupes et par exemple les PME, où il y a, je pense, une fidélité aussi des personnes parce qu'ils s'identifient beaucoup plus avec leur entreprise. Bon, c'est quelque chose de très personnel, mais je le perçois comme ça. C'était une réponse ? Peut-être on a le temps de discuter ça aussi. Ce qui est intéressant quand même, je vous ai présenté les différents rôles du consultant, ce qui a été repris, heureusement aussi, de dire voilà, il y a la différence entre l'architecte et par exemple, le manager de projet. Il y a aussi le fou du roi. C'est que dans beaucoup d'entreprises, quand ils sont dans une situation de crise aussi, ou quand ils sont dans une situation de changement, ils oublient mais quel est l'objectif et le but final, c'est-à-dire c'est toujours le client, c'est-à-dire qui paye les salaires. C'est pas le patron, ce sont des clients. Et de redonner cette perspective aussi aux personnes qui sont au sein de l'entreprise. Souvent, ça peut être aussi le rôle du consultant, parce que les personnes qui sont dans leur projet, qui sont submergées, qui sont dans leur quotidien, ils ne voient plus que finalement, c'est le client qui est prêt à payer pour une plus-value qu'il reçoit par les services, par les produits, etc. Et c'est ça aussi de le remettre en avant et dans le cœur des réflexions qui sont nécessaires pour piloter un changement dans la bonne direction et pas uniquement de tourner dans sa propre soupe, ou je ne sais pas quelle image on peut utiliser, de dire voilà, on est là, pas notre raison d'être, c'est parce qu'on a un service ou un produit pour les clients. Oui, bon, ça rejoint un petit peu aussi ce que j'ai dit avant, qu'il manque souvent la longue haleine des responsables. Comment pérenniser le changement? Ça, c'est intéressant parce que ça, c'est un diapo que j'ai
oui, qu'on a travaillé dans un atelier avec un client. C'était la question qu'eux, ils ont posée à la fin d'un projet de changement. Comment est-ce qu'on pérennise maintenant? C'est-à-dire, ils étaient, si on prend Cotter, dans la phase 8. Et alors, la première chose qu'ils ont mentionné, c'est qu'il faut créer des rituels. Les rituels, ça voulait dire qu'il faut créer quelque chose qui est répétitif, quelque chose qu'on ne va pas perdre dès qu'il y a peut-être une petite trouble ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire quelque chose qu'on doit faire pour qu'on reconnaisse à long terme que c'est quelque chose que maintenant on a l'habitude de faire. Et ça montre souvent, hein, puisque pour avoir vécu ces expériences, souvent en fait quand on est dans un projet ou dans une conduite de changement, en fait tout le monde est sollicité, on va dire que tout, si un peu c'est sollicité par la direction, donc tout le monde est sollicité et mobilisé, donc ça génère une espèce de dynamique, et puis finalement après le changement a lieu, avec les avantages qui y sont liés en termes de gain de temps, etc. Et en fait, après, on s'aperçoit que c'est pas ancré dans la culture, puisqu'après, on remet des choses en place qui reviennent en contradiction avec ce qui avait été travaillé il y a 2 ans en arrière. Et du coup, ça réinstaure de nouveau des freins, et on est toujours dans une culture où on n'est pas dans la prévention, mais surtout, après, on éteint l'incendie coup par coup. Mais en tout cas au niveau expérience professionnelle dans le milieu français, c'est souvent comme ça. Pour vous donner un exemple, je suis en train de travailler avec une entreprise où j'accompagne la maintenance. Et ils ont fait appel à moi parce que leur maintenance, c'est-à-dire c'était vraiment des machines, c'est dans la sidérurgie, parce que leur machine était en permanence en panne. Et la maintenance avait aussi le devoir de réparer les machines. C'est-à-dire ils étaient tellement pris par leurs effectifs et en temps de réparer les machines qu'ils n'avaient plus le temps que pendant qu'ils ont fait les réparations, de faire la maintenance des autres. Donc ils avaient terminé de réparer cette machine-là, il y avait l'autre qui tombait en panne. Ouais. Et alors c'était un cercle vicieux, qu'ils étaient toujours en mode de pompier. Et c'est eux-mêmes qui ont dit ça, on est toujours en mode de pompier, on ne peut plus faire notre boulot de maintenance. Maintenant, c'est la question comment on sort de cette impasse. Et alors, ils ont fait appel à moi, et alors on a travaillé, on a dit voilà, quelles sont les issues qu'on a pour sortir de ça. Et alors, c'était clair, ça ne va pas sans investissement, sans changement d'organisation, sans implication de la production dans la maintenance, que des travaux qui peuvent être faits par des opérateurs eux-mêmes, c'est la production ils vont être formés à ça par des personnes de la maintenance, etc. C'est-à-dire, on a essayé de trouver des solutions. Moi, j'aime bien le mot de solution de deuxième ordre. Je ne sais pas si ça vous parle. C'est-à-dire, si on trouve des solutions de premier ordre, par exemple dans la maintenance, c'est que s'il y a un boulon qui craque ou une vis qui craque, alors on va les changer. S'il y a un matériel qui est usé, alors on le remplace. Mais alors on observe par exemple qu'il y a toujours les mêmes pièces qui tombent en panne. Alors qu'est-ce qu'on fait? Solution deuxième ordre, c'est pas de réparer ou de remplacer cette pièce, c'est de réfléchir qu'est-ce qui est nécessaire, de changer peut-être aussi dans le mécanisme ou de matériel ou de je sais pas quoi, pour que à cet endroit-là, on n'a plus ce problème qu'il y a une vis, par exemple, qui peut se défaire. Alors, on remplace la vis par autre chose, une invention complètement différente. Mais c'est là où on doit prendre le temps et on doit investir un petit peu oui, on fait un atelier, par exemple, avec les spécialistes pour voir qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution de deuxième ordre pour éviter qu'on a le même problème en permanence. Et ça aussi, après, ce sont des changements, même si ce sont des petits changements, parce que j'ai dit le changement, souvent c'est aussi très près de l'amélioration continue, en petits pas. Un changement, ça ne doit pas toujours être le changement organisationnel complet, etc. Ça peut aussi être les petits trucs qui font qu'à la fin, on apprend de devenir une organisation qui est en changement permanent, qu'il y a une dynamique qui se crée, qu'on est toujours à la recherche de solutions de deuxième ordre.
Et ça, c'est un changement de culture. Et là, avec la maintenance, on est en train de réussir, je pense, que au sein de la maintenance, mais aussi au sein de la production, etc., il y a ce changement de culture. Vous pouvez imaginer que les personnes qui ont depuis 30 ans travaillé à la production, ils disent maintenant on doit encore faire le boulot de la maintenance. Ouais. Parce que pour eux, c'était aussi un changement. Mais d'expliquer que pour sortir de ce cercle vicieux, c'était peut-être nécessaire de changer de fonctionnement et d'augmenter aussi les compétences des personnes qui sont des opérateurs en production, qu'ils savent faire aussi la maintenance, surtout celle qui est récurrente et simple. Il fallait travailler dessus, communiquer, persuader, etc. Même si c'est des petits trucs, hein, ça paraît simple comme bonjour, mais c'est pas aussi simple que ça. Et c'est clair que moi, comme consultant externe, j'ai beaucoup plus de, entre guillemets, pouvoir. J'ai pas vraiment un pouvoir au sein de l'entreprise, mais quand même, mon message, et si moi j'anime ces ateliers-là et je présente les résultats après, ça a un autre poids que si c'est le chef de la maintenance qui est submergé et qui est en train de frôler le burn-out. Ok, les rituels. Visualiser, visualiser, visualiser aussi le progrès. Continuer à communiquer sur les sujets et les effets. Mettre en avant les bonnes expériences. Remettre régulièrement en question la situation actuelle. Et eux, ils ont décidé d'embaucher un responsable CIP, ils ont nommé ça Continuous Improvement Process, c'est-à-dire vraiment un responsable au sein de l'entreprise qui ne fait rien d'autre que d'animer toujours l'amélioration continue. Pour cette entreprise-là, c'est une nouveauté. Je sais que dans d'autres entreprises, ça existe depuis 20 ans, 30 ans. Et ça, c'était un résultat cette liste-là, c'est vraiment le résultat d'un atelier que j'ai fait en phase finale d'un projet de changement pour pérenniser. Plus de batailles navales. Voyage 1. La vision. Tout commence avec la capacité de faire partager sa vision. Il était une fois un capitaine qui avait une vision. Il voulait découvrir une île avec un trésor secret. Pour atteindre ce but, il a besoin d'une équipe. Il entre alors dans une taverne pour trouver des marins. Et hop, l'équipage est formé et pris dans les mailles du filet. Stop. Alors là, je peux déjà interrompre et demander est-ce que c'est la bonne manière de créer une équipe, etc. Bon, alors on a déjà une discussion, par exemple, c'est super intéressant, la discussion qui se développe à ce niveau-là, par exemple, dans un CODIR. Ça ne marche pas comme ça, monsieur le capitaine. Si vous voulez des collaborateurs motivés, il faut qu'ils aient envie de participer à votre projet. Allez, chef, je vous dessine une assemblée et ensuite vous la motivez. Parlez de votre vision, de vos objectifs pour galvaniser les gens, ok? Et action! Le capitaine prononce alors un discours enflammé. Il parle de sa vision, évoque ses désirs et ses rêves. Certains se laissent déjà embarquer. Nicolas Petit se voit déjà comme vigie au sommet du Grand Mât. Yves Costaud s'imagine nager dans l'or. Tiens, il paraît que Franck le Rustre aimerait bien combiner ce voyage avec ses intérêts bien personnels. Les provisions sont à bord et le voyage commence, plein d'enthousiasme. Maintenant, il faut faire ses adieux. Plus de batailles navales.fr, le site pour marins, matelots et capitaines. Plus de batailles navales. Le plan. L'engagement de l'équipage dépend du taux d'implication de chacun. Le capitaine étudie les cartes. L'équipe est curieuse et pleine d'admiration. Connaît-il bien l'itinéraire? Il est sous pression, mais il doit montrer qu'il est sûr de lui.
Confiant dans le savoir-faire de son chef, Nicolas Petit se relaxe. Enfin, il peut se consacrer à son passe-temps favori. Et comme toujours, quand on se fie aveuglément aux autres, il y a des surprises. Coupez, coupez, capitaine, ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas faire couler le navire comme ça. Capitaine, vous devez impliquer vos coéquipiers dans vos plans. Si personne ne sait ce qu'il se passe, alors c'est évident, chacun s'en fout. Allez, encore une fois. Prêt? Action! Cette fois-ci, le capitaine informe sa troupe. Pour celui qui ne connaît pas l'objectif, tout itinéraire est bon. 4 personnes voient mieux qu'une seule. Finalement, on est tous dans la même barque. Et quand l'obstacle surgit, tous sont vigilants. Et en un clin d'œil, le danger est contourné. Plus de bataille navale.fr, le site pour marins, matelots et capitaines. Plus de bataille navale. Voyage 3. Les ressources. Minimiser les risques tout en améliorant les gains. Lourdement chargé, on n'avance que lentement. Le capitaine donne l'ordre de lâcher du lest. Aussitôt dit, aussitôt fait. Tout le monde s'y met et on se débarrasse de tout. Mais c'est quoi ça? Des pirates? Ils sont déjà à bord. Il n'y a presque pas de résistance. Eh bien, probablement, le voyage s'achève ici et maintenant. Le navire est entièrement pillé et envoyé par le fond. Stop, stop, arrêtez la caméra. Qu'est-ce qu'il y a encore? Même si on veut atteindre rapidement son but, il faut penser aux risques et aux dangers potentiels. On recommence? Mais cette fois-ci, pensez à la sécurité. Allez, une fois de plus. C'est parti, action! À nouveau, on lâche du lest. Mais cette fois-ci, avec plus de discernement. Quand les pirates arrivent, l'accueil est approprié et ils en sont tous pour leurs frais. Plus de bataille navale.fr, le site pour marins, matelots et capitaines. Voilà. Tout le reste, vous trouvez aussi sur Internet. Ok, merci. Merci pour votre attention et j'espère que vous avez appris quelque chose.